Notre invité ce soir avec François Bachy, c'est le candidat socialiste François Hollande. E comme éducation. 12 000 postes créés chaque année dans l'éducation nationale pour mieux former la jeunesse, une priorité pour le candidat Hollande. R comme riche, avec la tranche à 75% pour la part des revenus qui dépasse 1 million d'euros par an. L comme logement, le montant des loyers sera encadré par la loi et 2,5 millions de logements sociaux et étudiants seront construits en 5 ans. Alors bonsoir François Hollande. Nous arrivons au terme d'une campagne qui a été assez longue puisque vous l'avez démarrée il y a 1 an. De nombreuses mesures ont été annoncées tout au long de ces semaines par les différents candidats. Vous revendiquez le changement. Quelle serait la mesure phare de votre programme qui ferait la différence avec votre concurrent, vos concurrents, Monsieur Hollande? Une mesure, je ne sais pas. Un engagement majeur, oui. J'ai voulu que la jeunesse soit au cœur de la campagne et donc au cœur du quinquennat que j'aurai, si les Français en décident, à conduire. Il n'y a pas une et parmi mesure. les mesures qui donnent à la jeunesse une espérance, c'est de rentrer sur le marché du travail avec un contrat à durée indéterminée. D'où mon idée d'un contrat de génération. L'employeur qui gardera un senior jusqu'au moment où il pourra partir à la retraite dignement, c'est-à-dire avec une pension à taux plein, et qui embauchera cet employeur un jeune de moins de 25 ans avec un contrat à durée indéterminée, il ne paiera plus de cotisation sociale sur les 2 emplois. Ça permet au senior de transmettre son expérience aux jeunes et ça donne aux jeunes la capacité de montrer qu'il peut réussir sa vie puisqu'il aura un contrat à durée indéterminée. Mais François Hollande, est-ce que c'était très habile de tout miser comme ça sur la jeunesse? Parce qu'on sait que la jeunesse, c'est la population qui est la plus abstentionniste, qui est la plus indécise, celle qui ira peut-être le moins aux urnes dimanche prochain. Mais moi, je ne me suis pas adressé à une catégorie d'âge. En parlant à la jeunesse, je parle à toute la France. Je connais des parents, des grands-parents, qui aujourd'hui s'inquiètent pour la génération qui arrive, se posent la question, est-ce que ces jeunes vivront mieux que nous? Eh bien, la décision que j'ai prise comme candidat, c'est de faire en sorte que si je suis le prochain président, dans 5 ans, l'on me juge sur justement cette capacité qui aurait été la mienne de permettre à la jeunesse de France de vivre mieux que nous, c'est-à-dire de vivre mieux en 2017 qu'en 2012, à travers le contrat de génération, à travers les emplois d'avenir, à travers la priorité que j'ai donnée à l'école, et notamment ces créations de postes pour des enseignants, mais aussi pour des surveillants, des assistantes sociales, des infirmières scolaires. Je veux la réussite de la jeunesse, parce que je veux la réussite de la France. Concernant le SMIC, vous avez annoncé récemment que vous vouliez donner un coup de pouce au SMIC dès le mois de juillet, si vous étiez élu, bien sûr. À combien se montrait précisément ce coup de pouce? J'ai annoncé que je réunirais au lendemain de l'élection présidentielle une conférence avec les partenaires sociaux. Et j'aurai à discuter de cette augmentation du SMIC, qui à l'avenir sera fonction non seulement des prix, le SMIC doit être indexé sur les prix, mais aussi de la croissance. Chaque fois que la croissance progressera, eh bien une part de cette croissance sera restituée aux SMICards, Alors justement, comme aux si on salariés. prend vos calculs de prévision de croissance, nous avons calculé que ça faisait environ 118 € d'augmentation en 5 ans, soit 24 € par an. C'est ces chiffres-là à peu près que vous attendez d'augmentation du SMIC? C'est-à-dire que, imaginons que la croissance soit de 2% en 2013 ou en 2014, les prévisions sont de cet ordre, la moitié de cette augmentation serait donc rétribuée pour les SMICards, ce qui veut dire qu'ils auraient une augmentation en plus des prix de 1%. Ça fait partie de ce que je pense être la redistribution. Chaque fois que la croissance augmente, eh bien une part doit aller aux salariés. Cette part, d'ailleurs, sera déterminée dans les conférences sociales que nous aurons à réunir chaque année. Mais cette prévision de croissance, elle est quand même très optimiste. Les prévisions du FMI sont tombées hier. Vous misez sur 1,7 en 2013. Le FMI dit 1%. Ça veut dire que pour les efforts supplémentaires que vous allez devoir faire, si vous êtes élu le 6 mai, vous allez demander quoi? Plus d'impôts ou plus d'économies? Mais d'abord, je m'inscris sur une perspective de croissance. Je n'accepte pas l'austérité. Et donc, il y aura des efforts à faire. J'ai prévenu les Français. Nous avons une dette qui nous est laissée par le candidat sortant. Nous avons des déficits très importants. Nous devons faire les efforts. Ces efforts seront justement répartis. Vous avez rappelé les mesures fiscales qui concerneront les hauts revenus, les gros patrimoines, ceux qui ont été abondamment servis depuis 5 ans. Eh bien, au-delà de ces efforts qui aussi toucheront les plus grandes entreprises,
il y aura des soutiens qui devront être apportés à la croissance. Et c'est pourquoi j'ai annoncé que je renégocierai le traité budgétaire européen. Vous ne croyez pas aux prévisions du FMI, donc? Mais parce que je ne les accepte pas. Parce que je considère que s'il n'y a pas de croissance, nous n'atteindrons pas nos objectifs de réduction de déficit, nous n'atteindrons pas la réduction de la dette que je souhaite, et en plus, nous n'aurons plus les capacités de créer les emplois. Donc, je m'organise pour dire aux Européens, voilà ce que nous allons faire ensemble, retrouver de la croissance, et voilà ce que nous devons faire nous aussi dans notre propre pays, redresser les comptes publics et soutenir l'industrie, la production. Moi, je reviens d'une visite où j'étais dans l'Oise, à Montaterre, je sais ce que les travailleurs m'ont dit, leur usine va sans doute fermer, va être laissée comme cela sans repreneur. Eh bien, nous nous organiserons pour que l'industrie soit la première priorité. Et donc, il y aura notamment la Banque publique d'investissement qui interviendra, pas dans tous les cas de figure, mais chaque fois qu'une entreprise peut avoir besoin d'un soutien pour son propre développement. Et nous aurons des grandes filières industrielles qui seront encouragées. Je ne voudrais pas revoir ce que j'ai vu pendant 5 ans, 400 000 emplois industriels disparaître. L'une de vos priorités, c'est aussi l'éducation nationale. Vous avez annoncé 60 000 postes supplémentaires. Il y a un point à préciser qui concerne la rentrée, la prochaine rentrée. Vous voulez créer 1000 postes en urgence. Des postes de quoi? D'enseignants, de personnel encadrant? Alors soyons précis, parce que la rentrée, hélas, elle est faite. C'est-à-dire elle est préparée par le gouvernement sortant. Et je sais ce que représentent aujourd'hui des suppressions de postes, de fermetures de classes, des RASET, c'est-à-dire les structures qui sont chargées de s'occuper des enfants les plus en difficulté, qui vont se retrouver dépourvues de moyens. Donc je prends un engagement pour la rentrée autant que je le peux. Il y aura 1000 professeurs qui seront recrutés, c'est-à-dire ceux-là même qui se seront présentés au concours, qui seront admissibles, dont le niveau sera regardé comme permettant l'exercice de la profession. Ceux-là, donc, seront rattrapés et immédiatement mis devant les élèves. Ça, 1000. Ce sont des enseignants. Hein. 1000. Et puis, il y a des postes de surveillants, il y a des postes d'accompagnants qui devront être également créés. Et je les prendrai sur les emplois d'avenir, les emplois jeunes, pour qu'il y ait là tout de suite un accompagnement, un accueil pour les élèves pour la prochaine rentrée. Est-ce que votre programme il est susceptible d'évoluer entre les deux tours? Parce que Jean-Luc Mélenchon déclare dans une interview notre programme commun, c'est de virer Nicolas Sarkozy. Bon. Est-ce que vous êtes prêt à faire des concessions pour attirer les électeurs de Jean-Luc Mélenchon? D'abord, nous sommes à la veille du premier tour. Je ne suis pas encore en train de négocier je ne sais quoi. Mais je répondrai à votre question. Avant le premier tour, il y a la nécessité de me porter au plus haut, si l'on veut que le changement arrive. Moi, je ne suis pas candidat pour figurer. Je suis candidat non pas simplement pour sortir Nicolas Sarkozy, comme le dit Jean-Luc Mélenchon. C'est la condition préalable. Je suis candidat pour permettre un changement en France. Et un changement qui réussisse pendant 5 ans. Je n'ai rien promis que je ne sois capable de tenir. Donc, mon objectif, c'est, et je le dis aux Français qui nous regardent, c'est maintenant. C'est tout de suite le premier tour. C'est là que la victoire se construit. Si on attend le second tour, tout peut être modifié. Donc, je respecte tous ceux qui feront un autre choix, tous ceux qui pourront aller vers d'autres candidatures, mais moi, je suis dans la responsabilité de dire aux Français, si vous voulez changer, c'est au tour de ma candidature qu'il convient de l'organiser. Alors, qu'est-ce que je ferai entre les deux tours s'ils m'ont mis en situation d'être qualifié? Eh bien, j'écouterai les messages qui auront été passés, ce qu'ont dit les électeurs français. Mais ça sera un peu qui même, monsieur. Mais je ne négocierai pas. Ça n'est pas ce qu'est la logique de l'élection présidentielle. J'ai présenté mes propositions, mes engagements, j'en ai rajouté en fonction de ce que m'est apparu la nécessité de répondre à l'actualité. Quand il y a eu la révélation des rémunérations scandaleuses de certains dirigeants, j'ai annoncé, donc c'était sur votre antenne, et c'était avec vous, la tranche supérieure de 75%. Et voilà, chacun sait ce que je ferai. Maintenant, il faut construire la victoire. Monsieur Hollande, vous avez évoqué tout à l'heure le gouvernement sortant. Est-ce que vous êtes en train de préparer votre gouvernement? On dit qu'il y a de nombreux prétendants au poste de Premier ministre, Martine Aubry, Jean-Marc Ayrault, Laurent Fabius. Vous avez fait votre choix? Sûrement pas. Non pas que je n'ai pas fait mon choix. Mais vous n'allez sûrement pas me le dire. Mais ce n'est pas simplement pour vous le dire. Mais moi, je ne compose pas une équipe avant que les Français n'aient fait eux-mêmes la décision. Vous me prendriez pour qui? Là que nous sommes à la veille d'un premier tour, que je ne suis qu'un candidat parmi d'autres et qui doit avoir la modestie nécessaire, même si j'ai une grande ambition pour mon pays. Moi, je ne suis pas dans la répartition des postes. D'ailleurs, le pouvoir, ce n'est pas simplement occuper des places. Le pouvoir,
c'est d'être capable de changer la vie quotidienne de bon nombre de nos concitoyens. Ceux qui souffrent d'un manque de logement, ceux qui n'ont pas les revenus qui correspondent à leur travail, ceux qui sont victimes de l'insécurité et ceux qui attendent une rentrée scolaire meilleure pour leurs enfants. Merci beaucoup François Hollande d'être venu ce soir sur notre antenne. La campagne électorale, c'est sur TF1 que ça se passe. Demain soir, nous recevrons à cette même place, dans Parole Directe, le candidat de l'UMP, Nicolas Sarkozy. Et dimanche, nous avons rendez-vous dès 18h45 sur notre antenne avec François Bachy pour notre grande soirée présidentielle 2012. Nous serons avec Jean-Pierre Pernaut, Claire Chazal et toutes nos équipes sur le terrain. Voilà, c'est la fin de cette édition. Après la météo de Louis Baudin, place donc au football avec Chelsea-Barcelone, commenté par Christian Jean-Pierre et Vicente Lizarazu. Demain pour l'information à 13h, Jean-Pierre Pernaut, on se retrouve à 20h. Bonne soirée à tous.